À tous les intervenants et intervenantes qui vont nourrir le propos et la réflexion aujourd'hui à travers à la fois la présentation des grandes stratégies, enfin de la stratégie régionale et des grands enjeux, et puis des illustrations locales, c'est important. C'est un des socles du réseau Oxygène que de s'appuyer à la fois, de s'appuyer sur les initiatives locales pour être en capacité d'en tirer les enseignements et puis de monter en généralité. D'ailleurs, quelques mots sur le réseau Oxygène avant d'entamer quelques mots ensuite sur le thème de la journée. Donc le réseau Oxygène, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui le connaissent, mais rappelez quand même que c'est ce qu'on appelle le laboratoire des transitions dans les territoires en région Centre-Val de Loire, un réseau qui existe depuis quelques années déjà et qui aujourd'hui est rythmé par l'organisation à la fois de webinaires thématiques où on essaie d'aborder à chaque fois des questions assez concrètes sur la façon dont on doit mettre en pratique et mettre aussi en, en innovation, en initiative, la transition et les transformations écologiques dans nos territoires. C'est aussi une journée régionale chaque année qui nous permet de prendre de la hauteur sur un sujet. Je pense que certains d'entre vous étaient là en décembre dernier à Vierzon quand on a traité la question de l'articulation et de la combinaison entre les enjeux et de la transformation écologique et ceux de la justice sociale. Voilà. Et donc, le prochain webinaire sera d'ailleurs, j'en profite tout de suite pour faire la pub, le 10 septembre, et portera cette fois-ci sur l'urbanisme culturel. Le réseau Oxygène étant un réseau dans lequel se retrouvent tous les acteurs territoriaux, à la fois les élus, les agents, les acteurs socio-économiques, etc. Et le pari qui est fait, la conviction qu'on porte, c'est justement dans le fait d'avoir des gens avec multiples casquettes qu'on pourra résoudre et trouver et tirer les enseignements, les meilleurs enseignements de toutes les initiatives locales qui sont déployées en région sur les différents thèmes de la transformation écologique. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. On va revenir sur cette notion-là, sur ce qu'est l'ESS, etc. Je laisserai notamment Caroline Dumas pouvoir largement vous dire ce qu'est l'économie sociale et solidaire pour celles et ceux qui ont encore des questions là-dessus. On a fait le choix de cette thématique. Alors, ce webinaire, il s'inscrit à la fois, il fait suite en fait au vote de la nouvelle stratégie régionale de l'ESS que le Conseil régional a voté en début d'année, qui vous sera présentée, et il rentre plus globalement dans le travail qu'on mène à la région sur les transformations écologiques et sociales des politiques publiques, hein, qui est une partie de mes délégations au travers de laquelle, notamment dans le champ du développement économique, on se pose à chaque fois la question comment rendre le tissu économique régional plus robuste, plus résistant, plus résilient face aux chocs climatiques, mais en fait, plus globalement, face à tous les chocs auxquels nous allons devoir faire face dans les années futures et sur lesquelles aussi nous devons déjà faire face, puisque les impacts du changement climatique sont déjà présents dans beaucoup de territoires et viennent perturber la façon dont l'économie peut vivre dans nos territoires. On travaille aussi, et je fais juste une parenthèse là-dessus, actuellement sur une stratégie régionale sur l'économie circulaire, sur la sobriété et la circularité de l'économie, qui donnera lieu à un vote au mois de juin par le Conseil régional. Donc la stratégie régionale de l'ESS, en fait, elle vient un peu s'imbriquer là-dedans et en tout cas, elle prend sa source dans ce contexte et dans cette volonté politique d'animer et de mettre en œuvre les transformations écologiques et sociales dans nos territoires. En se disant que les modèles économiques, mais aussi les modèles d'organisation de l'économie sociale et solidaire
en fait, ont des pratiques, portent des valeurs qui nous sont utiles, voire nécessaires pour faire face au choc dont je parlais tout à l'heure. Et on sait que l'ESS, les structures de l'ESS sont parmi les plus résistantes face aux crises. Quand il y a eu des crises financières en 2008-2009, par exemple, ou même pendant le Covid, on a vu se déployer à partir de beaucoup de structures de l'ESS des logiques de solidarité, etc., dans les territoires qui sont absolument nécessaires et qu'on doit du coup développer. Parmi les objectifs de la stratégie de l'ESS, on se donne dans les années futures l'ambition d'ancrer et de faire reconnaître, en fait, de structurer l'économie sociale et solidaire beaucoup plus dans les territoires. Pour exemple, en fait, on est une région en France, quand on regarde et qu'on dézoome sur comment est structuré l'ESS ailleurs en France, on s'aperçoit que en région Centre-Val de Loire, elle est assez peu structurée à l'échelle des intercommunalités, etc. Un exemple tout simple, c'est que on a assez peu encore d'intercommunalités qui ont rédigé des feuilles de route de développement de l'économie sociale et solidaire, etc. Et que donc c'est un enjeu pour nous dans les prochaines années que d'articuler l'échelon EPCI ou en tout cas l'échelon local territorial et l'échelon régional pour faire vivre et développer cette économie-là bien plus encore, quoi. Et puis on est évidemment on est tous conscients, je pense, en tout cas, notamment dans certains territoires ruraux. Moi, je suis originaire d'un territoire rural et c'est clair que l'économie sociale et solidaire dans certains territoires, bah, c'est vraiment un pan extrêmement important de l'économie locale. Et notamment, c'est parmi souvent les plus gros employeurs de certains territoires avec la puissance publique. Donc, c'est vraiment une économie qui compte, notamment dans certains territoires. Et puis, à l'échelle globale, on est, je crois, à 10% de l'emploi qui est dans l'économie sociale et solidaire. Et là, je parle de l'emploi, mais je pourrais aussi déployer sur la vie sociale, le lien social, avec tout ce que font les associations, notamment sportives, culturelles, etc., etc. Donc, c'est de tout ça dont on va parler. Et j'espère que ça va pouvoir à la fois vous alimenter, vous nourrir dans votre propre réflexion, et puis donner lieu à des projets, des envies, initier des choses là où vous êtes, pour que puisse grandir l'ESS un peu partout où vous agissez. Je voulais terminer cette introduction par un petit mot, parce que je ne veux pas non plus qu'on ignore le contexte actuel, qui n'est pas non plus des plus roses, notamment je pense au milieu associatif, où on a beaucoup de situations compliquées financièrement pour des associations, euh, parce qu'on subit la baisse des financements des collectivités locales et qu'elle se répercute forcément aussi sur le milieu associatif et que ça a des impacts concrets, ça va avoir des impacts concrets. Et donc, je voulais qu'on n'oublie pas qu'en fait, quand je parlais des chocs climatiques, etc., à venir, en réalité, finalement, aujourd'hui, on est déjà en train de subir une espèce de choc dans les territoires qui a des impacts concrets. Et je voulais en parler parce que je pense que ça démontre qu'on a d'autant plus besoin, je crois, d'avoir des lieux de dialogue et de coopération entre collectivités locales, entre structures de l'ESS, entre autres structures, d'ailleurs autres acteurs économiques plus classiques, et que c'est comme ça, en fait, qu'on réussira à faire en sorte que bah, la résilience et la robustesse, elles se vivent concrètement. Et donc, finalement, on est en train de vivre quelque chose qui nous, en ce moment, qui est l'illustration de ce qui nous attend aussi plus tard dans les prochaines années. Euh, voilà, j'en ai terminé pour l'introduction. Je vous souhaite un bon webinaire
Je me permettrai certainement de réintervenir tout à l'heure en complément de Sandra Martin sur la stratégie qui va vous présenter la stratégie de l'économie sociale et solidaire régionale. Donc je vous dis à tout de suite en fait. Voilà, merci. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'a priori, vous êtes déjà 97% de répondants à savoir ce qu'est l'économie sociale et solidaire, donc ce qui est un bon point, et Caroline Dumas de la CRES va nous pouvoir nous présenter un panorama de ce qui nous concerne en Centre Val-de-Loire. Vous avez répondu aussi à quelques petites questions. Combien est-ce que d'acteurs de l'ESS vous êtes en capacité de citer sur votre territoire, et en moyenne, ce qui ressort, c'est à peu près 5 acteurs sur votre territoire. Et puis, vous avez effectivement bien répondu, l'OSS représente 10% à peu près du PIB national. Voilà quelques chiffres en partage. Et dans les secteurs d'activité que vous citez, il y a notamment le mot insertion, ressourcerie, activité économique qui remonte. Mais tout ça, c'est Caroline Dumas de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire qui va aussi nous dresser ce panorama du secteur, du champ de l'ESS et en Centre Val-de-Loire. Merci Pauline. Je ne sais pas si on voit les diapos que j'ai préparés. Bon, avant tout, je tenais à vous remercier. Merci Jérémy pour cette invitation, pour la mise en place de cette collaboration, à venir vous présenter. Alors peut-être que mon intervention captera plus particulièrement l'attention des 3%, mais en préparant, on avait insisté aussi sur accorder un temps à reposer la définition et la réalité de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc peut-être que pour certains et certaines, ce sera des révisions. Moi, j'interviens donc en tant que directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Peut-être vous dire 2 mots de ce qu'est la CRES. Avant tout, notre mission, c'est de pouvoir porter le plaidoyer pour une économie sociale, solidaire, mais aussi écologique. Je m'inscris complètement dans la continuité de tes propos introductifs. Nos missions, c'est également de pouvoir faciliter le parcours des entreprises de l'économie sociale et solidaire et de ses porteurs de projets. Nous avons également pour rôle la promotion et la formation des différents publics aux spécificités et aux valeurs ajoutées de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, et on aura une illustration tout à l'heure, de pouvoir accompagner au développement des coopérations territoriales. L'ESS, aujourd'hui, on n'avait pas à réviser, mais on voit qu'on travaille de façon rapprochée et concertée avec la région et qu'on partage un certain nombre de constats. Mais on est effectivement dans une situation qui est, on pourrait qualifier de particulière, pour ne pas employer de termes plus inquiétants. Particulière, pourquoi? Parce que nous n'avons jamais été autant regardés, sollicités, mobilisés pour pouvoir contribuer à apporter nos solutions aux différents enjeux, qui soient sociaux, économiques et environnementaux. Et en même temps, nous n'avons jamais été aussi menacés, comme tu pouvais le dire tout à l'heure, aussi bien à cause de certaines décisions politiques et certaines décisions budgétaires. Pour se donner, et puis après je rentrerai plus dans la définition, mais pour quand même traduire cela en chiffres, parce que les chiffres, souvent, ça permet on peut rester sur la première diapo. Je n'ai pas encore démarré en fait mon diaporama, mais je tiendrai les 10 minutes. Les prévisions qui ont été faites par l'UDES. L'UDES, c'est l'Union des syndicats employeurs. A priori, plusieurs de ces représentants sont dans les participants. Les prévisions de l'UDES, c'est quand même une annonce d'un plan social au niveau de notre région, un plan social qui n'en portera pas le nom, parce que ça va être des diminutions d'emplois par-ci par-là, parce que l'ESS, c'est beaucoup de petites structures. Mais les prévisions, c'est 6 500 emplois qui seraient perdus, détruits dans les prochains mois à venir. Et on aime à rappeler avec Benoît Collin que quand on parle d'un emploi, certes, c'est un emploi pour la personne qui l'occupe, mais cet emploi, c'est aussi tous les services et tous les accompagnements qui ne seront plus générés et qui vont à tout ou partie de la population d'un territoire. Donc, le sujet est quand même
important et heureusement qu'il y a des stratégies régionales et j'espère demain des stratégies plus locales pour co-construire et développer cette économie sur nos territoires. Mais voilà, donc l'économie sociale et solidaire au quotidien, qu'est-ce que c'est? Et là, on va rester sur la première diapo, je te ferai signe, Pauline. L'économie sociale et solidaire dans notre quotidien, tout à chacun, en tant que citoyen et citoyenne, on côtoie, en le sachant ou en ne le sachant pas, des structures, des acteurs de ce mode d'entreprendre. Par exemple, vous allez aller assurer votre auto auprès de la Massif. On est avec une mutuelle d'assurance. Vous allez, en buvant un café, écouter une émission de radio et cette radio est une radio associative. Vous allez inscrire votre enfant à une colonie de vacances, par exemple de la Ligue de l'enseignement. Vous allez prendre l'abonnement pour votre domicile ou pour votre structure auprès des NARCOP, qui est une SIC qui relève de l'économie sociale et solidaire, ou encore acheter un ordinateur qui aura été recyclé et réparé par Emmaüs Connect ou par exemple par Envie. Toutes ces structures, on peut changer de diapo, toutes ces structures, ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont et qui partagent un certain nombre de principes et de valeurs communes. Tout d'abord, celui d'avoir un but autre que le simple partage des bénéfices. On a un petit slogan qu'on aime bien à dire que l'argent est un moyen mais n'est pas une finalité. Toutes ces structures ont un engagement collectif. Toutes ces structures ont une lucrativité qui est limitée, voire encadrée. Toutes ces structures ont un ancrage territorial. On ne délocalise pas comme ça une association, une coopérative ou une mutuelle. Et toutes ces structures ont une gouvernance démocratique et participative. Et on aime à rappeler que c'est une personne est égale à une voix. En 2014, sur la diapo suivante, voilà, en 2014, une loi a été travaillée qui est venue poser, définir le contour de cette économie, qui n'est pas une économie récente. Une date que tout le monde connaît, c'est la loi de 1901 pour la loi associative, mais il n'y avait pas encore de cadre juridique qui allait poser, mettre d'accord ou pas toutes les composantes de l'ESS, mais en tout cas avoir un cadre législatif de référence et qui vient consolider sa définition en insistant sur le fait que l'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre. Ça n'est pas l'addition de secteurs d'activité, mais c'est bien un mode d'entreprendre qui permet, avec un certain nombre de principes qu'on a vus juste avant, de mettre en place la production de biens et de services. Et ce mode d'entreprendre, il se traduit par 5 grands statuts, et plus particulièrement 4, qui sont des statuts historiques. Le statut associatif, coopératif, mutualiste, les fondations et maintenant les sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter maintenant un peu le panorama. Alors l'entrée, parce que ça permet aussi d'aller plus rapidement, on a choisi une entrée chiffrée. Et on va pouvoir mettre à jour en fait quelques données puisque on vient d'actualiser les chiffres de l'emploi. J'insiste sur le fait qu'on parle là des structures qui sont des structures employeuses, mais l'économie sociale et solidaire est aussi composée de structures non employeuses. Mais cet après-midi, on aura un focus particulier donc, sur les employeuses. On a toujours un décalage dans les données parce qu'on traite les données avec les bases INSEE. Il y a toujours un décalage de quelques années. Mais aujourd'hui, il est à noter donc, que c'est le nombre d'emplois sur le territoire régional, le nombre d'emplois privés, c'est 14% des emplois donc, qui sont au sein d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et on peut voir, alors c'est sur une dizaine d'années, mais qu'il y a une évolution de création d'emplois. Donc la question, c'est quid de la tendance maintenant depuis 2021. On a également des données, mais bon, on n'a pas le temps de tout développer aujourd'hui. C'est la création sur 10 années de 2500 équivalents temps plein. Et ça, c'était un chiffre important, je pense, à retenir. Non, j'ai pas terminé.
14% donc des emplois du secteur privé et arrondissement 11% de l'ensemble des emplois, donc y compris des emplois publics. Il me semblait également donc important d'ajouter que l'économie sociale et solidaire, c'était une économie quand même très féminisée, puisque c'est près de 66% des salariés EES dans l'économie sociale et solidaire. Donc, quand on parle aussi de potentielle destruction d'emplois, on voit que c'est notamment des salariés EES qui peuvent être menacés. On peut changer de diapo. Si on commence à regarder par département, tous ces documents vous seront adressés par la suite, donc je me permets d'aller plutôt rapidement. Là, on parle en volume, donc c'est sur l'axe ligérien où on a les 3 départements, et plus particulièrement l'Indre-et-Loire et le Loiret, où il y a le plus d'établissements, avec un peu plus de 2000 établissements pour chacun de ces 2 départements. Et puis sur la diapo suivante, vous allez voir, si on zoome et qu'on regarde en pourcentage pour repartager ce que tu disais quant aux territoires ruraux. Sur les territoires ruraux, sur les communautés de communes plus rurales, et notamment sur par exemple le pays de Néronde, c'est plus de 35% des emplois qui sont de l'économie sociale et solidaire. Donc effectivement, les chiffres ne nous contredisent pas, c'est plutôt bien. Les emplois qu'on va retrouver dans des zones, alors zone rurale ne veut pas dire zone sinistrée, mais néanmoins quand il y a une disparition d'un certain tissu économique, c'est celui de l'économie sociale et solidaire qui reste en présence, et plus particulièrement avec les associations. Pour poursuivre cette illustration, je ne rentre pas dans les détails, en plus c'est écrit tout petit, mais vous l'aurez après. C'est-à-dire que vous avez vu, l'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre, donc du coup, dans tous les secteurs d'activité, tu peux changer de diapo, voilà, on révèle le podium. Dans tous les secteurs d'activité, on peut retrouver des projets qui se développent avec ce mode d'entreprendre. Mais on a quand même 3 secteurs d'activité qui sont particulièrement prégnants pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Celui de l'action sociale, où 41%, donc plus de 39 350 emplois relèvent de l'ESS. Ensuite, les activités financières et assurantielles, avec 14,3% des emplois, des établissements, soit plus de 13 600 emplois. Et ensuite, l'enseignement, 11,5%, soit un peu moins de 11 000 postes. Si on regarde ensuite, on poursuit le test d'optique de vue. Si on regarde sur l'ensemble des secteurs d'activité, je m'arrêterai simplement sur les 2 premiers. Sur l'entièreté des activités, par exemple, sportives et de loisirs, c'est plus de 64% qui sont réalisés par des acteurs de l'ESS. Et de la même manière, sur l'action sociale, c'est 57%, c'est près de 60% des activités qui sont réalisées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Enfin, pour finir ce panorama, attirer votre attention sur la répartition en fait des différents statuts. Et donc, 80% des établissements de l'ESS sont des établissements associatifs, et ils représentent 74% des emplois de notre région. Viennent ensuite les coopératives. 14% des établissements de l'économie sociale et solidaire sont coopératives, et elles représentent 16% des emplois. Il n'y a pas de questions non prévues. Des questions un peu plus tard. Ok. Vous pouvez tout à fait poser des questions dans le chat au besoin. On est là pour regarder, et on fera un petit point sur l'ensemble des questions qui pourraient se poser au cours de la présentation. Alors, peut-être vraiment rapidement 2 mots sur les enjeux entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les collectivités.
Ce qu'on a porté aussi dans le cadre de la concertation autour de la stratégie régionale de l'ESS, c'est la nécessité de poursuivre le développement des coopérations, mais aussi des alliances entre les collectivités et les acteurs de l'ESS. Et si tout à l'heure, en introduction, on avait un petit schéma sur l'ESS au quotidien en tant que citoyen, en tant que citoyenne, il y a également l'économie sociale et solidaire au quotidien, au plus près des collectivités locales. Et ce schéma, quand vous le recevrez, il est assez intéressant. Il a été réalisé par le RTES, je crois qu'Anne-Laure est dans les participants. Et il va reprendre l'ensemble des compétences des collectivités locales et des exemples de ce que nous pouvons mettre en place, développer ensemble, comme d'envisager de développer des réponses aux questions d'insertion professionnelle avec les entreprises d'insertion, avec les régies de quartier, avec les entreprises à but d'emploi, de travailler également au développement des circuits courts alimentaires avec les PAT par exemple, de pouvoir faciliter le développement de lieux mutualisés. On a beaucoup sur le territoire régional travaillé sur la question des tiers-lieux et l'accompagnement à leur développement et à leur consolidation, mais aussi, par exemple, construire des réponses sociales adaptées au territoire en fonction des habitants sur les questions de petite enfance ou bien encore de handicap. Merci Caroline, on va devoir peut-être passer à la suite parce que justement ce point sur les coopérations, on va en reparler encore tout à l'heure avec vous. Et peut-être qu'on peut, à moins qu'il y ait un dernier message. Oui, juste la dernière diapositive, je pense que je suis à peu près bien. C'est le même schéma, mais c'est l'ESS et le quotidien d'une région, du conseil régional. Et je le trouve intéressant parce qu'il vient bien illustrer justement la stratégie régionale que Sandra va nous présenter plus en détail sur les questions de développement de coopération de projets économiques, de mise en lien de producteurs avec, j'aimais bien l'exemple des producteurs et des lycées, et ça fait écho à des projets qui sont portés dans notre région. Encore la co-construction de feuilles de route d'économie circulaire dont Jérémy parlait tout à l'heure. Et puis également la question de la sensibilisation des jeunes lycéens et des projets qui peuvent être développés au sein de leur établissement. J'en ai terminé pour cette première partie. Cette transition avec la région, je vais me tourner vers Sandra Martin, chef de service à la direction de l'économie, qui est une des chevilles ouvrières de l'élaboration de cette stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. On va nous en dire quelques mots. Ce qu'on retient notamment dans aussi la présentation qui a été faite en ouverture par Jérémy Godet, c'est cet enjeu de renforcer, ancrer une économie locale et aussi de développer l'économie sociale et solidaire, de faire en sorte que ce soit territorialisable dans notre région avec le développement de coopération, d'innovation. Et donc, Sandra, sur cette stratégie régionale économie sociale et solidaire de la région, quelles sont les ambitions 2025-2030? Alors, ce sera à deux voix certainement avec Jérémy Godet, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. L'objectif, alors ça va être très court, hein, parce que du coup, je résume en 5 minutes la stratégie régionale qui, vous vous doutez, a un certain nombre de mesures et on vous fournira la stratégie entière que vous lirez avec attention. Mais là, l'idée, ça a été de vraiment résumer la stratégie à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'ESS, une ambition pour l'économie. Un des objectifs de cette stratégie, c'est pas qu'il y ait l'ESS d'un côté, l'économie classique d'un autre, c'est bien qu'il y ait une seule économie au sein de la région et qu'on souhaite vraiment, au niveau de la direction de l'économie, renforcer le dialogue, renforcer les interactions pour favoriser, on a utilisé une hybridation, voire transformation de l'économie, mais c'est vraiment l'objectif qu'il y ait une seule économie et qu'elle se nourrisse des valeurs de l'ESS, et une ambition également pour les territoires, on l'a dit à plusieurs reprises entre Caroline et Jérémy, l'objectif c'est bien entendu que l'ESS est au service des territoires et on souhaite renforcer ce lien-là. Donc là, je ne vais vraiment pas passer longtemps sur cette diapo. L'idée, c'est que évidemment la région, ce n'est pas nouveau. On ne l'a pas
s'est pas engagé en 2025. Il y a des outils qui existaient même précédemment à la loi Hamon. Donc, il y a le dispositif Capasso, qui est là vraiment dédié aux associations employeuses, donc qui fête ses 20 ans cette année. Et également le dispositif À vos idées ou Idées en campagne pour les plus anciens, qui n'est pas spécifique à l'ESS, mais sur lequel on voit de nombreuses initiatives bénéficient ou coopèrent avec des acteurs de l'ESS. Et là, très rapidement, on a aussi eu une première stratégie en 2018 et également, et Caroline l'a dit, il y a l'ESS qui emploie et il y a aussi les autres acteurs. Et on a également, donc, cette stratégie parle de l'ESS en général, mais on a vraiment un rapport spécifique sur la vitalité associative, donc sur tout ce qui est bénévolat, qui a été voté en avril 2023. Et donc, pour ne pas être redondant, il y a des éléments qu'on n'a pas repris dans cette nouvelle stratégie. On a bien deux documents socles pour l'ESS. Donc, 3 grands axes sur cette stratégie. La première qui, vraiment, je vais plus la détailler là dans les quelques minutes qui arrivent, qui est cette participation à la transformation du tissu économique régional. Donc, c'est question de diffuser les valeurs de l'ESS, d'hybridation, de coopération avec l'économie, mais également avec les territoires. Le deuxième axe dont je ne vais pas du tout parler, mais qui est très important, c'est évidemment de faire grandir l'ESS. Donc là, on a un certain nombre de sujets sur sensibiliser la jeunesse au mode d'entreprendre l'ESS, sur la finance. Alors, on en a parlé, c'est un des sujets, mais surtout ce qui est financement solidaire, le financement public-privé, et également la question de compétences, puisque l'ESS, étant très transversale, a évidemment les mêmes difficultés ou les mêmes problèmes que toute activité économique au niveau des compétences et de l'emploi. Le premier axe, donc je parlais un tout petit peu, c'est l'ESS est souvent pionnière sur un certain nombre de sujets d'innovation et là on a fait le lien avec évidemment les territoires où je mettrai en avant quelques mesures de cet axe. Donc pour approfondir, donc là je vous ai mis le nom des mesures, je vous invite évidemment à lire toute la stratégie ou en tout cas de prendre contact avec nous. Donc ce premier axe, il y a une orientation qui est vraiment comment est-ce que entre ESS et économie, on va dire classique, on coopère. Pendant toute la durée de la concertation et de l'élaboration, on a eu Duralex avec la reprise de cette entreprise emblématique industrielle du territoire par ses salariés. Donc évidemment, une des premières mesures de cette stratégie, c'est de surfer sur ce mouvement coopératif. Évidemment, on ne va peut-être pas avoir des Duralex partout, mais en tout cas, on se dit que sur des sujets de transmission, sur des sujets de reprise, notamment au milieu rural, le mode coopératif peut être une solution. Donc là, l'objectif, c'est vraiment avec l'Union régionale des SCOP, de travailler en finesse avec les développeurs économiques, donc à travers le réseau de DevUp, à travers tous différents réseaux pour outiller les développeurs éco à détecter les entreprises qui pourraient être susceptibles d'être reprises par leurs salariés. Donc ça, c'est une des mesures vraiment qui a été mise en numéro 1 avec Duralex. Mais évidemment, il y a d'autres mesures. Donc là, on travaille avec l'agence DevUp pour que j'ai vu qu'il y avait certains développeurs qui étaient inscrits aujourd'hui de travailler sur un programme de formation, de sensibilisation sur tout ce qui est l'ESS, comment travailler, comment créer des coopérations, de mieux connaître vos acteurs au niveau de vos territoires. Donc là, on travaille évidemment avec DevUp, mais avec la CRES, avec le mouvement associatif, avec tous les acteurs, toutes les têtes de réseau. La troisième mesure est vraiment consacrée aux entreprises. Là, on voit dans nos différents réseaux avec les consulaires, le club des entreprises de taille intermédiaire qu'il y a à travailler encore sur une meilleure connaissance des acteurs de l'ESS et de l'économie classique. Et donc, on souhaite s'appuyer sur des démarches alors, RSE, société à mission, coq vert, enfin, peu importe, mais en tout cas, on souhaite vraiment développer cette interconnaissance pour susciter des projets de coopération, pour aussi aller, pourquoi pas, jusqu'à l'hybridation, voire de la transformation d'entreprises sous statut ESS. Donc là, c'est des choses qu'on enclenche aujourd'hui avec les différentes têtes de réseau. Et également, donc ça, c'est la région qui le mène actuellement, de prévoir un volet ESS dans chaque convention régionale de financement des différents réseaux. C'est pas, on vous oblige à parler d'ESS et si vous ne le faites pas,
je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est à chaque fois de trouver le sujet qui matchera en tout cas. Donc, les consulaires sur le sujet création-reprise. On est en train de travailler sur les 24 pôles et clusters pour voir comment ça se traduit l'ESS chez eux, trouver ces coopérations pour, au-delà de mettre une ligne dans la convention, qu'il y ait vraiment des actions concrètes et des coopérations entre les acteurs. La deuxième orientation, là, c'est spécifiquement avec les territoires. Donc, vraiment l'objet de ce webinaire, avec cette mesure 5 qui est élaborer un parcours de sensibilisation. Donc là, c'est s'appuyer sur le réseau Oxygène pour continuer tout ce là, même si 97% a dit qu'ils connaissaient l'ESS, et tant mieux, c'est de continuer quand même à sensibiliser, à informer toutes les collectivités de ce que représente l'ESS, en tout cas sur le territoire sur lequel vous êtes. Sur la mesure 6, alors, on l'a dit en introduction, on n'a pas vu, alors peut-être qu'on est passé à côté, mais on n'a pas de stratégie, de feuille de route ou plan d'action, peu importe, spécifique sur l'ESS. L'ESS, on l'a vu, étant transversal, on se dit qu'il y a des sujets qui doivent être travaillés via l'éco, l'agriculture, le tourisme, le service à la population, les marchés, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'axer cette mesure-là. On signe des conventions avec les EPCI au niveau du DEVECO. Donc, il y a un sujet ESS sur toutes ces conventions. Et on adhère, le RTS est présent aujourd'hui et je crois va intervenir, on adhère au RTS pour créer un club des collectivités pour engager ce mouvement entre communes, intercommunalités, pour qu'on continue et on collabore sur ces questions-là. Une mesure sur les tiers-lieux, on en a parlé, sur des lieux totems. On a été visiter dans d'autres régions, malheureusement, des sujets des tiers-lieux ESS. Là, l'idée, c'est également d'en avoir en région. Je me permets de rebondir sur l'idée, la proposition de créer un club des collectivités sur l'économie sociale et solidaire. Donc, vous avez compris que la région, elle va prendre l'initiative de la création de ça, mais on ne fera pas un club tout seul. Hein, donc, je vous invite, s'il y a des élus ou des agents là, de collectivité, à vous interroger concrètement sur est-ce que vous êtes intéressé pour rentrer dans ce club-là. Ce sera un club qui sera forcément articulé, qui intégrera le réseau RTES, dont on parlera tout à l'heure à travers sa déléguée générale. Et c'est vraiment un lieu qui, de mon point de vue, va potentiellement devenir important dans les prochaines années parce qu'on a besoin, je parlais là tout à l'heure dans mon introduction des problématiques budgétaires là, sur l'ESS, ça c'est un cas d'école, mais il y a forcément d'autres sujets sur les achats publics, sur j'ai pas forcément tous les sujets en tête, mais on a largement de quoi travailler en coopération entre les différents territoires. Et moi, je serais heureux qu'on soit plus d'une dizaine dans ce club-là. Et je voudrais aussi qu'ils s'inscrivent dans la dynamique d'Oxygène, parce que pour moi, tout ça, c'est lié. Et que finalement, c'est presque un groupe de travail d'Oxygène. Enfin, je sais pas comment on réglera cette question, mais voilà, je voulais juste vous inviter vraiment à vous y pencher assez vite dans vos instances et auprès de vos élus pour les agents. Merci pour ce compliment, Sandra. Il y avait une avant-dernière diapo et je rebondis je viens de voir le mot PTCE apparaître sur le champ sur le fil de discussion. Deux autres mesures alors là, juste qu'on les aborde, il y aura des témoignages et c'est vraiment des sujets en expérimentation et qu'on souhaiterait approfondir. La question des fabriques à initiative, on a financé et on expérimente sur 2 départements. Donc, il y en a une dans le 37, Idées Fabriques, et une dans le 18, BI Fabrique, donc qui peuvent venir aux côtés des collectivités pour aider à identifier les besoins du territoire et à trouver des solutions avec les acteurs de l'ESS. Il y a cette mesure 20 donc, sur les PTCE,
où on souhaite évidemment développer les coopérations, ces pôles territoriaux de coopération économique. On en a, je crois, maintenant 10 en région. Donc là, c'était juste de l'aborder. On ne rentrera pas dans les détails, parce qu'en plus, on aura, je pense, un témoignage vers le Montargois sur ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, très rapidement, la stratégie. Pour ce faire, à la région, on a une chargée de mission. On a créé un poste dédié pour l'ESS. Donc, Céline, qui est à nos côtés, vous voyez peut-être sur un écran à un moment donné. Vous avez ses coordonnées. Donc, elle est chargée de mission et chargée de mettre en œuvre et d'animer cette stratégie avec comme priorité, en tout cas cette année, de travailler vraiment sur ce volet coopération et territorialisation. Donc, vous avez ses coordonnées et donc, mail et téléphone. N'hésitez pas à la contacter pour vous faire part de toutes initiatives. Merci Sandra Martin pour la présentation de cette stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. Alors justement, sur ces questions d'orientation forte, de développer les coopérations et les leviers, et en tous les cas de développer l'ESS et les coopérations dans les territoires, on va justement s'intéresser à ce qui se passe concrètement avec quelques exemples entre Val-de-Loire pour cette séquence dédiée où nous avons avec nous Arnaud Breuil, maire de la commune de Senantes, mais aussi vice-président de la communauté de communes des Portes Aurélien et de l'Île-de-France, qui nous présentera les démarches qui sont initiées sur son territoire. Et puis, on ira après observer ce qui se passe dans le territoire Gâtinais-Montargois et également à Angers. Donc, je présenterai successivement les intervenants pour ces deux autres territoires. On est un petit peu en retard par rapport au planning qui était défini au préalable, mais on voudrait vraiment prendre le temps d'écouter chacun. Donc, Arnaud Breuil, vous avez 15 minutes à peu près. Ce que je vous propose, c'est que s'il y a des questions qui se manifestent, qu'elles soient exprimées dans le chat et qu'on puisse après, lors d'un tour d'échange, y revenir. Mais là, on va s'intéresser effectivement à quels sont les moyens de développer les synergies entre les collectivités locales et les acteurs économiques du point de vue des collectivités elles-mêmes. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais essayer de faire même moins que 15 minutes, ce qui laissera peut-être la possibilité de continuer de poursuivre les échanges. Donc je suis effectivement Arnaud Breuil, maire de Senantes, donc, qui est une commune rurale, comme la jolie photo que j'ai prise il y a quelques années, qui est extraite de notre site internet l'illustre. Donc commune rurale du nord de la région, du nord du département d'Eure-et-Loir, à proximité immédiate de l'Île-de-France, et donc qui fait partie de la communauté de communes des Portes Aurélien de l'Île-de-France, qui est, comme son nom l'indique et comme vous le voyez sur l'image, une communauté de communes qui représente 39 communes, 50 000 habitants, et donc qui est collée au sud de l'Yvelines, à l'Essonne, et à deux autres EPCI de notre territoire du département, puisque c'est l'agglomération de Chartres qui est à notre sud. On a un petit bout de Cœur de Beauce, et puis ensuite au nord, tout ce qui touche à l'agglomération de Dreux. Donc vous voyez qu'on est bien entouré. Un territoire qui a des particularités qu'on ne va pas forcément retrouver sur d'autres coins de la région, mais qui sur le plan économique est quand même important à relever, et qui peut permettre aussi de faire des parallèles par rapport au reste de l'économie sociale et solidaire, et sur le fait qu'on a un nombre de travailleurs, de salariés qui sont des migrants pendulaires et qui vont pour une partie très importante d'entre eux, en tout cas de la population active, qui travaille sur la région Île-de-France, et effectivement donc du coup beaucoup d'habitants de nos communes, notamment les plus rurales d'entre elles, qui prennent le train ou la voiture pour aller travailler sur Paris et la région parisienne. Donc ça pose aussi un certain nombre d'autres questions que vous imaginez assez bien. Donc je reviens d'abord avant toute chose. Merci à la région de l'invitation qui m'est faite d'intervenir aujourd'hui. Et je suis très heureux aussi de repartager quelques moments d'échange avec la CRES et avec RTES. Donc à titre personnel, étant élu maire en 2020, étant moi-même issu de l'économie sociale et solidaire, coopérateur, salarié d'une SCOP, administrateur de l'Union régionale des SCOP et des SIC Île-de-France, Centre-Val de Loire, ça tombe bien, c'est une région qui est découpée ainsi pour ce qui est des SCOP. Quand la proposition a été faite de rejoindre le bureau de la communauté de communes des Portes Aurélien par son président, Stéphane Lemoine, une discussion à bâton rompu, je lui ai fait part de la passion que j'avais pour cette question. Et il m'a répondu à la fois positivement, puisque c'est lui qui me sollicitait pour un poste de vice-président,
qui ne savait pas trop ce qu'était que l'économie sociale et solidaire. Donc, il aurait fait partie des 3% aujourd'hui, mais il m'avait dit qu'il était tout à fait intéressé, voyant la passion que j'avais pour le sujet, pour qu'on crée une délégation à l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà, résumé en 2 minutes, comment, à l'échelle d'un EPCI, on arrive à créer une délégation à l'économie sociale et solidaire. Et donc, assez concrètement aussi, ça s'est traduit de façon diffuse. Je vous rappelle qu'on était en plein Covid à ce moment-là. Donc, essayer d'animer un territoire en créant des commissions au moment où on n'a pas la possibilité de se réunir, c'est complexe. Mais on a quand même réussi à faire un certain nombre de choses. Donc, à évidemment créer du coup une commission économie sociale et solidaire à laquelle une trentaine d'élus disséminés sur toutes les communes du territoire ont accepté de participer. Et le premier enjeu qui était celui de notre territoire, ça a été d'abord de faire connaître l'économie sociale et solidaire. Donc déjà, à l'époque, j'ai pu compter sur le concours de la CRES, qui m'a donné quelques données statistiques. Mais moi, j'aime à rappeler que sur un territoire comme le nôtre, résumer l'économie sociale et solidaire à quelques centaines d'emplois, ce qui est le cas, c'est important, notamment essentiellement dans le domaine associatif. Et que je préfère parler de l'économie sociale et solidaire dans ce qu'elle permet d'apporter au quotidien pour l'ensemble de nos concitoyens. Et j'aime à rappeler, je le fais à chaque fois qu'on fait ce moment de l'ESS au mois de novembre avec la CRES, que s'il n'y a pas d'économie sociale et solidaire dans nos territoires, et bien tout simplement, le week-end prochain, il ne va rien se passer. Quand je dis qu'il ne va rien se passer, c'est qu'on va tout de suite voir la différence, puisqu'il n'y aura plus de rencontres associatives, il n'y aura plus de matchs de sport, il n'y aura plus de portage de repas au domicile des personnes âgées qui bénéficient de ces services-là apportés par les services d'aide à domicile. Il n'y aura plus une partie des centres aérés ou des centres de vacances qui sont occupés par l'éducation populaire, et ainsi de suite. Et donc, si l'économie sociale et solidaire disparaît et qu'elle se met en grève, ou alors qu'elle se met en grève le week-end prochain, on va très très vite tous s'en rendre compte. Et donc l'objectif premier qui était le nôtre, à l'échelle de notre territoire, c'était de faire comprendre, connaître ce qu'était la réalité de l'économie sociale et solidaire, et de remarquer, comme ça a été fait tout à l'heure dans le sondage, c'est qu'en fait, elle est partout. Donc le défaut d'une économie, c'est quand elle est partout, c'est que du coup, elle peut vite être considérée comme étant nulle part et que personne ne la voit. Donc c'est important, en tant que collectivité, de mettre en avant l'ensemble des acteurs qui font cette économie. Donc, derrière la connaissance, il y a la valorisation. Et puis, le troisième axe, qui a été le nôtre, et qui s'est très vite traduit de façon concrète, c'est qu'une fois qu'on a dit qu'on faisait connaître et qu'on valorisait, c'était de soutenir. Et assez rapidement, en sortie de Covid, on a vu émerger effectivement un certain nombre de besoins, notamment avec l'émergence massive du télétravail. Les gens ne voulaient pas retourner chez eux, en tout cas rester chez eux en télétravail. Et il y a eu une très forte appétence pour effectivement des espaces de coworking qu'on a très vite assimilés aux tiers-lieux, ou alors c'est l'inverse, on a assimilé les tiers-lieux à des espaces de coworking. Mais en tout cas, ça montrait qu'il y avait une forte appétence. Et donc, on a fait une étude à l'échelle de notre territoire. Et à notre grande surprise, on a eu plus de 600 personnes qui ont répondu au questionnaire. Donc, on avait mis des petits prospectus avec des questionnaires sur les pare-brises aux différentes gares du territoire. Et donc 600 personnes qui ont répondu, près de 150 qui ont participé à des ateliers qu'on a mis en place ensuite. Et ça a permis de faire émerger des projets. Et donc on a une dizaine de projets qui ont été montés essentiellement par des citoyens organisés en association. Et on a pu donc soutenir 3 projets de création de tiers-lieux, dont 2 sont associatifs, un qui est communal. Et donc, on a pu, au cours de ce mandat, permettre la création de tiers-lieux, dont un est à Châtenay, donc vraiment tout dans le bas, là, vous verrez sur la carte pour ceux qui ont de bons yeux. Donc, Châtenay qui est plus connu pour son curé que pour son tiers-lieu, mais qui a un nombre de participants en tiers-lieu qui est supérieur au nombre d'habitants de la commune. Donc, ça montre que les espaces, quand ils sont pensés collectivement avec les acteurs du territoire, donc avec les habitants, avec les enfants, avec les jeunes, arrivent à faire émerger des propositions d'activités au travers de ces tiers-lieux qui intéressent toute la population et qui vont au-delà du seul village dans lequel ils se réalisent. Donc, voilà pour la présentation générale. Peut-être simplement pour dire, et ça va être le point d'ouverture, et donc on pourra avoir l'occasion d'en rediscuter ultérieurement, c'est que ça démontre une chose, en fait, c'est que généralement, seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et qu'on s'est rendu compte que l'intercoopération qu'on peut appliquer aux acteurs de l'ESS eux-mêmes, entre eux, on peut l'appliquer aussi avec
la puissance publique que nous représentons ici, quelle que soit son échelle, en tout cas quel que soit le niveau, que ce soit au niveau régional, au niveau local, communal et bien évidemment intercommunal, c'est de créer les conditions, l'écosystème, le terreau qui permettent à ces projets de se fertiliser. Donc c'est pour ça que moi j'étais très attentif, même si j'ai eu l'occasion de bénéficier de la lecture et de la création de ce programme régional pour l'économie sociale et solidaire. Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse aujourd'hui cibler et créer les conditions qui permettent que les porteurs de projets puissent trouver un écho auprès de la puissance publique que nous représentons ici pour développer leur propre projet. Donc ça, je crois que la création de ce réseau de communes élus au travers notamment de RTES, donc si Anne-Laure est là, du coup, elle va pouvoir aussi en reparler. C'est ce qui est le plus important parce que c'est des expériences qu'on va pouvoir proposer ces possibilités d'essaimer l'économie sociale et solidaire sur nos territoires et que malgré le contexte, effectivement, on peut le dire, difficile, en tout cas complexe auquel on est confronté aujourd'hui, y compris sur des questions financières, des questions budgétaires, il faut qu'on trouve les moyens de le contourner parce que c'est la résilience de nos territoires qui en bénéficiera. Et enfin, pour conclure, donc on avait une réunion, donc c'est tout frais d'hier avec la CRES pour préparer notre événement qu'on fait pendant le mois de l'ESS, donc au mois de novembre. Cette année, donc, sans dévoiler des choses qui sont encore à l'état de réflexion, mais on a vraiment décidé de marquer le coup sur la question de l'emploi coopératif. Évidemment, on a un très bel exemple avec Duralex qui est exceptionnel, hein, il faut se le dire. Hein, moi qui suis les données comptables tous les ans de progression des scopes, on a presque 4000 emplois qui sont créés par an dans les scopes, quelques années. Donc 228 de Duralex, c'est qu'une toute petite partie. C'est des reprises à la barre du tribunal, mais c'est cependant très symbolique parce que c'est ces emplois dont on parle le plus dans la presse. Et parce qu'il y a un Duralex, même si malheureusement dans d'autres régions, il y a eu deux autres exemples qui auraient pu être de très beaux exemples qui ont échoué récemment, c'est par la démultiplication de ces exemples-là, c'est un peu l'effet boule de neige, qu'on arrivera à soutenir d'autres projets. Donc, en tout cas, pour ce qui est du prochain mois de novembre sur les portes auréliennes, on a décidé d'orienter sur la question de la thématique parce qu'il y a énormément, et c'est un des enjeux de l'emploi coopératif, d'emplois qui sont amenés à disparaître dans les années qui viennent, notamment à la faveur de départ à la retraite d'employeurs. Et souvent, la solution idéale, c'est la solution de la reprise en scope, c'est-à-dire celle qui permet aux salariés de reprendre leur entreprise, leur usine. Et donc, ces solutions-là doivent être davantage connues, et notamment auprès, c'est la chance qu'Orléans a eue, en tout cas Duralex, auprès des tribunaux de commerce, car le fait coopératif, la capacité pour les salariés de reprendre en main leur outil de travail est souvent assez peu connu, et de leur part, et bien évidemment, de celle aussi des dirigeants d'entreprise qui ne pensent même pas à la solution coopérative. Donc, ça va être notre axe de travail à l'EPCI des portes auréliennes pour l'année 2025. Merci à tous. Merci Arnaud Breuil pour votre présentation. On retiendra, il faut créer des conditions d'un écosystème et les collectivités doivent être à faire de lance aussi sur ce point. Et justement, en continuité de votre présentation, on a l'intervention du PETR Gâtinais-Montargois et de Luc Bélière avec Tristan Trébuta, directeur du PETR, et Luc Bélière, directeur de Percé 3C, qui vont nous présenter comment est-ce qu'effectivement sur le territoire Gâtinais-Montargois, il y a eu des enjeux et des besoins qui se sont fait écho avec des acteurs qui ont amené une manière de travailler et de coopérer ensemble. Et comment est-ce qu'aujourd'hui tout cela s'anime et fait écosystème local? Comment est-ce que ça se déploie? Donc Tristan et Luc, normalement, sont avec nous en distanciel. J'espère qu'ils sont bonjour. là. Vous m'entendez? Alors, je profite de dire bonjour pour dire que je ne suis pas directeur, je ne suis pas salarié par SC3C, je suis président fondateur. D'accord, merci pour cette précision, Luc. Ce sera modifié dans les documents de séance. Donc, je vais vous passer la parole à chacun. Peut-être commencer avec vous, Tristan, sur nous faire part des réalités de ce territoire Gâtinais-Montargois. Alors, on vérifie quand même, on fait attention à la montre, il est 15h34. Vous avez normalement 15 minutes à vous répartir à deux. Essayez de faire en sorte que ça puisse tenir pour qu'on puisse donner après le temps de parole à Catel Martin de l'Aldeb Angers et puis avoir un temps d'échange
avec l'ensemble des participants et conclure cet atelier. Mais voilà, en tous les cas, je vous laisse maintenant la main pour nous présenter les enjeux de ce territoire et de vos actions communes, votre partenariat. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, merci de nous donner la parole et puis de parler du coup de notre territoire. On a une similitude avec le territoire précédent. On est vraiment aussi attiré par la région parisienne avec beaucoup de pendulaires et du coup toujours au nord-est du territoire régional. On va essayer de vous parler effectivement de notre écosystème. Alors, on a très peu de recul sur celui-ci. C'est que depuis quelques années, qu'on travaille sur cette thématique et il reste encore beaucoup à consolider. On en a parlé tout à l'heure, surtout au niveau financier, mais aussi au niveau de la gouvernance entre les différents acteurs que sont les structures associatives, les élus. On va la faire cette présentation en 2 voix avec Monsieur Bellière, effectivement, qui est avec nous. Et cette présentation sera en 2 parties. La première partie, juste une présentation globale du territoire et de nos structures et qu'est-ce qui nous a amené à coopérer entre le PETR et du coup PERC3C. Et pour finir avec les 2 illustrations des actions qui sont en cours et qui sont bien développées sur notre territoire, à savoir l'exemple de l'EIT et l'exemple de la fondation territoriale. Donc, on ne va pas être exhaustif totalement sur la partie ESS de notre territoire, ça prendrait trop de temps et on n'a pas la connaissance totale, mais on va se concentrer sur nos partenariats. Donc, effectivement, le territoire, donc on le localise ici, proximité vraiment importante entre la région parisienne et le centre, et Orléans, et effectivement un gros marquage finalement sur le côté ambigu entre l'agglomération montargoise très urbaine et du coup le territoire autour concentré par 3 communautés de communes beaucoup plus rurales. Donc on a vraiment ce mix entre les deux territoires. Vous pouvez passer à la diapo précédente, on va essayer d'aller le plus vite possible. Donc oui, par rapport à quelques chiffres du territoire, donc un territoire très vaste quand même, plus de 1700 km², avec effectivement, comme j'ai dit, donc l'agglomération et le milieu rural, 130 000 habitants, et le PETR au milieu de tout ça, effectivement, qui symbolise ce territoire qui représente le bassin de vie et qui est aussi le même périmètre pour PERC3C. Donc une démarche importante, c'est une lutte aussi contre le taux de chômage. On est le deuxième taux de chômage de la région Centre-Val de Loire, donc c'est aussi ce qui caractérise notre territoire. Ensuite, effectivement, par rapport à notre PETR, donc pour début, donc nous on est une structure, effectivement un syndicat, avec pas mal de thématiques. On est une 14 agents, tous vraiment, du coup sur de l'ingénierie, et on est une structure assez récente. On date seulement de 2019 avec la fusion du syndicat du SCOT avec le pays Gâtinais-Montargois, et on a effectivement eu une grosse évolution depuis plusieurs années, où on était cantonné au niveau du SCOT et beaucoup sur la transition écologique. Et on a pris beaucoup de thématiques fortes, notamment l'économie avec territoire d'industrie qui intègre une GPOCT, un PAT, un projet alimentaire territorial, et aussi des actions dans le tourisme et aussi sur la santé. Et toutes ces nouvelles actions, on voit bien effectivement, c'est des thématiques, comme l'a dit l'intervention de tout à l'heure, on n'a pas une thématique spéciale ESS. Par contre, ça transpire vraiment dans tous nos champs d'action. On a un historique assez fort sur l'économie, la transition écologique, mais du coup, depuis justement ces nouvelles actions, on voit bien, notamment même avec Territoire d'Industrie, une action sur l'ESS qui est par la GPECT, donc Gestion prévisionnelle des emplois. On a aussi les dispositifs, du coup, ce qu'on a vu tout à l'heure à vos idées. On a aussi le dispositif Leader, où on accompagne pas mal de structures associatives et développer des actions dans le titre de l'ESS. Donc, du coup, effectivement, sans le savoir, on en fait et du coup, ça nous pousse à finalement se développer sur cette thématique.
Vous pouvez passer la diapo d'après. On a fait juste un petit SWOT, donc les documents seront envoyés, hein. Je ne vais pas tout vous lire et de toute façon, je vois que c'est écrit très petit, mais vraiment pour vous indiquer, donc on est effectivement un territoire où il y a beaucoup d'enjeux sociétals et sociaux, quand même une bonne dynamique économique avec donc pas une grande filière d'entreprise, mais pas mal de sous-traitance et quand même quelques filières quand même présentes. Et surtout, en atout, ce qu'on aime à rappeler, c'est un écosystème des acteurs de l'économie et de l'emploi en place. C'est-à-dire qu'on se parle, on est vraiment, vraiment aligné au niveau des EPCI, au niveau des actions de l'État, France Travail. Voilà, on a pas mal de discussions, notamment tous les 15 jours, on se voit entre acteurs pour essayer finalement d'échanger sur les problématiques du territoire. Et comme opportunité, et on l'avait placé avant de programmer ce webinaire, on a vraiment une action, enfin une présence assez dynamique du coup de l'ESS sur notre territoire, avec pas mal d'acteurs, notamment des tiers-lieux, des relais finalement autour du tourisme. Donc voilà, une présence assez forte sur cette thématique. Et tout ça pour quelques menaces et quelques faiblesses. Mais bon, je vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous avez un partenariat. On passe à la suite. Oui, c'est ça. Et effectivement, donc la deuxième structure PerC3C, je donne peut-être la parole à Luc pour qu'il présente sa structure. Oui, alors ça part du constat des entreprises locales, hein, des faiblesses dont Tristan a parlé tout à l'heure. Et donc l'association PerC3C a été créée en 2019 et le but, c'était vraiment de diffuser les nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire de favoriser les transitions et de favoriser les modèles plus coopératifs et plus partenariaux et plus soutenables pour l'économie, de préparer toutes les entreprises locales à affronter les mutations à venir. C'est vraiment de la gestion de risque au niveau des entreprises et du bassin, et c'est la fonction. Donc, le projet de PerC3C a été aussi co-construit, et les axes de travail, c'est ceux qui sont marqués en bas du slide, mais c'est finalement tout ce qui se retrouve dans la définition de l'écologie industrielle et territoriale, hein. C'est favoriser les partenariats, les partages de flux de matière, de partage de compétences, de moyens, et puis surtout anticiper, hein, beaucoup à l'avenir. Aujourd'hui, PerC3C représente à peu près 200 entreprises, directement ou indirectement. Je dis indirectement parce que, en fait, toutes les associations d'entreprises du bassin montargois, hein, d'ailleurs le Gâtinais-Montargois, sont adhérentes de PerC3C et utilisent PerC3C pour toute la question de la RSE, de l'EIT, voilà. Et c'est PerC3C qui anime ça. Voilà, on peut passer au suivant. Oui. Bon, alors, du coup, c'est ça. Et quand il s'est agi de passer à l'action dans l'écologie industrielle et territoriale, eh bien, le choix de PerC3C n'a pas été d'aller chercher des prestataires déchets à l'autre bout de la France et autres. C'était de dire de voir qu'est-ce qui existait localement et comment est-ce qu'on pouvait développer des filières. Et notamment, on a fait une première expérimentation sur les équipements électroniques en fin de vie, et on a été chercher une structure d'insertion, un chantier d'insertion qui faisait du démantèlement déjà de matériel électrique. On a été chercher une association qui avait un projet de reconditionnement d'ordinateurs pour le fournir aux collégiens. C'était juste avant au moment du confinement, hein. Donc, on a créé cette dynamique-là. On a fait des grandes collectes au niveau des entreprises. On a capté jusqu'à 4 tonnes de déchets d'équipements électroniques, hein, dès la première collecte, hein, 4 tonnes. Et il y avait une vraie demande, et à la fois des entreprises, à la fois des associations. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait que tout le monde s'est parlé, a réussi à coopérer. On a créé cette catalyse. Et bien, du coup, cette catalyse, à la fois des structures de l'insertion et des entreprises industrielles du bassin, essentiellement industrielles, mais pas que, hein, se sont retrouvées autour de la table, et on a décidé de créer donc un pôle territorial de coopération économique, hein, qui a été labellisé par le ministère, hein, et financé. On a été même le premier initié par une association d'entreprises dites classiques. Donc,
là, on voit bien qu'on est en pleine hybridation des modèles et qu'on voit qu'on n'est pas dans la segmentation. Et ce pôle territorial de coopération économique permet à des structures qui n'ont pas l'habitude de se parler d'envisager des solutions communes autour de la table, que ce soit des associations de transition, des associations d'insertion, les collectivités aujourd'hui nous ont rejoints, et notamment le PETR qui, dès le début, a bien compris toutes les synergies qu'il pouvait y avoir à la fois entre notre démarche et à la fois entre ses objectifs. Alors cette action d'écologie industrielle et territoriale a été initiée dès 2019. Il y a une phase un peu de lancement avec un accompagnement de la Chambre de commerce qui a eu lieu dans les années 2021-2023. Et aujourd'hui, on est dans une phase de consolidation où justement les 4 PCI, avec le soutien de l'ADEME et bientôt le soutien de la région, financent un poste au sein de PERC3C d'animateur EIT pour la coordination de ces actions de synergie entre entreprises et de création de filières de réutilisation et recyclage, c'est-à-dire continuer ce cycle vertueux qu'on a eu dans la première expérimentation sur les équipements électroniques et le démultiplier sur d'autres sujets. Donc là, on est vraiment donc le soutien 1 an de l'ADEME, parce que bon là, on est dans la dépôt du dossier pour avoir un CAPASO pour la continuation, donc mais qui est financé à 50% par les 4 EPCI. Donc, qui ont bien compris toute la philosophie de la démarche et qui par l'action extrêmement efficace de conviction du PETR, est complètement entré dans la danse, on va dire. On peut passer au suivant. Hop, oui, donc le recrutement. Et bon, on est un cran trop loin, voilà. Donc, beaucoup d'actions, que ce soit beaucoup de visites entreprises. Depuis que notre animateur EIT est là, il y a eu 30 diagnostics en entreprise. On a déjà créé plus d'une dizaine de synergies entre entreprises, une évaluation de filières structurantes. Voilà, on a beaucoup de sensibilisation au niveau des différents groupes, donc des conférences. Donc, il y a tout un enjeu, hein. Et puis, surtout, une mise en réseau avec toutes les expérimentations EIT à travers la France. Et puis, aussi beaucoup une complémentarité avec les acteurs du territoire. C'est-à-dire que l'animateur n'est pas seul, il est aussi avec les développeurs éco du territoire, nos acteurs aussi au niveau du PETR. C'est-à-dire que nous, on a aussi une action, par exemple, par territoire d'industrie, mais aussi par notre SCOT AEC. Donc voilà, on va visiter les entreprises, on découvre le territoire, mais tous ensemble, avec aussi France Travail. Donc comme ça ne dérange pas une entreprise juste pour une thématique, mais on voit le champ des possibles et avec finalement une action très ponctuelle et enfin très ciblée justement sur l'EIT. Et une coordination de tous les acteurs de l'économie. Donc, on a déjà anticipé, nous, à ce travail de liaison entre l'ESS et DevOps, hein. On le fait sur le territoire déjà par des réunions de coordination locale de tous les acteurs de l'économie le vendredi matin. Voilà. Et puis, le 1er avril, lancement d'une plateforme d'échange, non, c'est toujours sur le slide précédent, qu'on a appelé Canal Eco, mais en fait, qui est une plateforme qui existe déjà, qui est sur Factorize. On a fait le choix de Factorize parce que c'était la plateforme, d'abord parce que ça nous a paru être le meilleur rapport qualité-prix, déjà, on a fait une analyse, et en plus, c'est le prestataire qui avait choisi Hub-Eco, c'est-à-dire Tours Métropole, et on a vu que ça fonctionnait très bien. C'est aussi le prestataire de la région, non, de la Loire-Atlantique, Solutions Partage. Et en fait, on a accès à toutes les offres. Donc, on est déjà, nous, en réseau maintenant, hein, on l'a lancé le 1er avril, on a déjà 60 entreprises inscrites. Donc, on voit que ça répond à une appétence et une demande. Donc, on est très, très content du succès de cette plateforme Canal Eco. Et il y a aussi du coup la possibilité avec cette plateforme de communiquer, c'est-à-dire que vous avez les échanges de produits, mais on a aussi toute une partie du coup présentation du territoire, des interfaces, des acteurs et de l'actualité finalement de l'EIT sur notre territoire. Donc on a aussi ce canal qui est très important pour communiquer. Ouais. Et je me permets d'insister beaucoup parce que je me dis, s'il devait y avoir d'autres démarches de ce type-là
dans la région centre, sachant qu'à peu près tout le 37 est en train de se mettre sur cette plateforme, ce qu'ils sont en train de signer justement. Et ben, c'est vraiment de flécher sur Factories parce que ça permettrait d'avoir toute la région en écologie industrielle territoriale sur la même plateforme. Et donc accès à toutes les annonces limitrophes. Donc je pense que c'est un choix intelligent de se dire faut peut-être pas laisser à l'avenir aux démarches EIT le choix de la plateforme, il faudrait peut-être la flécher parce qu'on a la possibilité de mettre vraiment la région en réseau. Voilà. Et puis, toujours dans cet esprit de développer des solutions et l'implication des entreprises dans le développement de ces solutions, et notamment d'accélérer ces effets de levier nécessaires parfois à l'initiative ESS sur le territoire, alors ESS associative, hein, on va dire, eh bien, les membres de PRC3C ont lancé la création d'une fondation territoriale, comme il en existe une à Orléans, d'ailleurs, la fondation Orléans, hein, qu'on appelait Fondation Gatinaise. Et là, le but de cette fondation, c'est absolument de ne financer que des projets pour la réalisation des objectifs de développement durable, mais par la coopération. C'est-à-dire, on peut passer au slide suivant. Et vu qu'on va devoir conclure, voilà, si vous c'est le dernier slide. Hein. Et c'est vraiment, et finalement, c'est une indication à la coopération. Et c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Et on voit bien, nous, on a fait un appel à projet là, et on a les gens qui candidatent et qui disent, voilà, j'ai ce projet-là, c'est formidable. Et on leur dit, mais non, mais là, il n'y a pas de co-construction, il n'y a pas de coopération, donc allez chercher quelque chose. L'enjeu de la coopération, c'est de ne pas avoir à financer des projets concurrents de part et d'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une bonne idée, c'est de mettre autour de la table toutes les parties prenantes potentielles autour de cette bonne idée pour pas que chacun aille faire son truc dans son coin. Et aille chercher des financements à droite et à gauche qui pourraient obtenir par tel ou tel biais et que finalement, le résultat soit bien. Hein. Les études montrent que 1 euro en coopération sur le territoire, c'est 3 à 7 euros d'efficacité. Et c'est quand même tout à fait remarquable, hein, la différence. Donc, nous, on veut vraiment favoriser ces projets de coopération et donc créer de nouvelles activités de SS, quoi. Et de convaincre par l'exemple. Oui, très bien. Merci Tristan. Merci Tristan pour ce mot de la fin. Alors effectivement, développer les coopérations entre acteurs d'un territoire, principalement développer les coopérations aussi entre acteurs économiques. Et on a, dans l'exemple qui a été présenté par le PETR Gâtinais, cette question de... on part d'un enjeu de territoire et puis il y a des opportunités qui se créent et on crée des dispositifs. Et on va maintenant aller du côté d'Angers, Angers-Loire Métropole, avec la participation à ce webinaire de Catel Martin qui va nous présenter comment Angers-Loire Métropole a initié une feuille de route pour développer une approche territoriale et une stratégie locale de l'économie sociale et solidaire. Catel Martin, est-ce que vous êtes avec nous en ligne? Est-ce que vous êtes vous aussi en distanciel? Oui, bonjour, je suis bien là depuis le début. Super. Donc, vous avez compris. On vous entend pas? Ah oui, on vous voit pas, Catel. Je crois pas que j'ai la main pour activer la caméra. Là, j'essaie de la lancer, mais c'est pas vous qui avez la main pour débloquer la caméra. On est en train de gérer ça en interne là, dans la salle à la technique. On va essayer de... Donc, en tous les cas, j'ai la main sur votre diaporama, donc il ne faudra pas hésiter à me faire signe. Et donc, si vous pouviez nous présenter en quelques 10 minutes la genèse de cette feuille de route et ce que ça porte comme fruits et perspectives et pourquoi finalement aller sur cette démarche de feuille de route locale au niveau de Angers-Loire Métropole. Et je dois préciser que vous êtes à l'Agence de développement économique d'Angers. Oui, tout à fait. Je démarre quand même sans la vidéo du coup. Bonjour à tous. Donc, je suis Catel Martin. Je travaille pour Angers-Loire Métropole, mais Angers-Loire Métropole, enfin, pas, je sais pas pourquoi je dis mais en tout cas, c'est parce que la feuille de route, elle est pour le territoire d'Angers-Loire Métropole, mais elle est pilotée depuis l'Agence de développement économique, ALDEV, Angers-Loire Développement.
qui est l'agence de développement économique du territoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction du DAVECO au sein de la collectivité. Elle a été externalisée et créée en 2015, donc on va fêter nos 10 ans cette année. Donc on peut passer la première diapo. J'ai voulu commencer par vous donner quelques chiffres sur le territoire, qui est, je pense que vous situez à peu près à Angers. Entre Le Mans et Nantes, on est voisins quand même, on n'est pas très, très loin. Voilà, un peu plus de 300 000 habitants, 29 communes avec une ville centre qui est assez fortement peuplée par rapport au reste du territoire. Plus d'un quart de la population est étudiante, donc ça donne un territoire assez dynamique en termes de vie au quotidien. Et puis au niveau du cadre de vie, un territoire assez chouette avec une forte présence de végétal. Puisque c'est un pôle mondial du végétal en particulier. On peut passer à la diapo suivante. Donc, je vous ai parlé d'Aldev, l'agence de développement économique. On est 64 salariés qui travaillent au service de développement économique du territoire. Moi, particulièrement, je travaille, il y a 2 directions que vous voyez sur la droite, un pôle accompagnement des entreprises, emploi et insertion, qui est vraiment sur le volet accompagnement des entreprises, mais aussi des chercheurs d'emploi. Donc l'idée, c'est de les mettre en relation, d'animer cette dynamique d'insertion par l'activité également. Et d'ailleurs, la politique de soutien à l'ESS était auparavant pilotée depuis cette direction de l'emploi, donc plutôt sous le prisme de l'emploi et de l'insertion par l'activité économique. Le choix a été fait en 2020, quand j'ai moi pris le poste, de prendre plutôt l'angle filière, donc qui correspond au pôle que vous voyez tout à fait à votre gauche, développement territorial et innovation. Donc nous ne sommes pas en contact avec les entreprises directement, mais plutôt avec les réseaux d'entreprises et les grands établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, l'idée de changer le positionnement du suivi de l'ESS, c'était de positionner cet écosystème au même rang que ceux qui sont accompagnés plus particulièrement par le territoire, parce que je vous ai parlé du végétal, il y a aussi les filières numériques, électroniques, la santé, voilà, ce sont les grandes filières du territoire, puisqu'elles sont historiquement très structurées, avec beaucoup d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc, c'était une forme déjà de reconnaissance, un peu comme l'Europe avait élevé l'ESS au rang d'écosystème industriel en formant un 14e écosystème industriel. Là, l'idée, c'était vraiment lui donner sa place au sein de cette direction. Donc voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc juste, on va passer rapidement, j'ai déjà dit, d'expliquer comment fonctionne l'agence. On gère un budget ALM, donc Angers-Loire Métropole. On gère des politiques publiques de soutien à ces filières. Aux établissements d'enseignement supérieur et à la recherche. Feuille de route économie circulaire, j'en parlerai après. On peut continuer. Donc, Angers-Loire Métropole et l'ESS. Le point de départ, m'avait demandé Pauline, c'est d'expliquer un peu d'où on partait. Donc, on avait déjà évidemment, depuis un certain nombre d'années, avant 2020, la date où moi j'ai pris le poste, un soutien à cette forme d'économie et puis une activité économique assez dynamique, puisqu'on a un réseau qui s'appelle IRESA, Interréseau de l'économie sociale en Anjou, qui compte presque 200 adhérents et qui a 20 ans cette année, qui était déjà actif sur la question de l'ESS et de l'animation de ses adhérents, entreprises adhérentes, et qui petit à petit est passé de 2 salariés à 8, qui a développé un certain nombre de dispositifs d'accompagnement pour les entreprises et les porteurs de projets. Donc voilà, face à cette montée en puissance de l'IRESA d'un côté, à la question de la résilience des territoires, du positionnement de l'ESS sur les enjeux sociétaux, à l'occasion du mandat 2020-2026, les élus ont souhaité se positionner au-delà d'un simple accompagnement à l'IRESA, parce que l'IRESA était déjà soutenue par la collectivité, comme l'est également France Active, que vous devez connaître. Donc l'idée, c'était de pouvoir s'inscrire un peu plus en tant que collectivité engagée dans le soutien à l'ESS, avec aussi ce sujet, comme je le disais, qui monte dans l'actualité. On est impliqués, nous, dans le RTES. On voit bien que SS France et les chambres régionales de l'ESS sont aussi plutôt partie prenante de la dynamique partenariale sur les territoires, dans les sujets économiques. Voilà, donc une dynamique lancée en 2020.
on est parti sur un premier diagnostic, c'est la diapo suivante, pour un peu se dire, comptons-nous, qui sommes-nous, combien sommes-nous, voilà, partir vraiment avec des chiffres que nous a aidé à compiler la CRES des Pays de la Loire. Donc on voit qu'il y a une forte population, si je puis dire, d'acteurs ESS, parce que ça représente plus d'un emploi privé sur 5. Le ESS sur le territoire, donc ce qui est 2 fois la moyenne nationale, puisque c'est 10,5 en France. D'où, donc, voilà, des premiers chiffres qui montraient que oui, on avait des atouts sur le territoire et qu'on avait intérêt tout simplement à porter une dynamique et une politique publique de soutien à cette économie en s'engageant aussi aux côtés des réseaux et des acteurs du financement de l'ESS pour pouvoir mobiliser les directions de la collectivité au-delà d'un simple soutien dans les politiques publiques dont on sait qu'elles sont déjà en lien avec l'ESS, comme le montrent effectivement les visuels et les infographies du RTES. Toutes les politiques publiques sont concernées, mais finalement, au niveau économique, on n'a pas toujours de politique publique de soutien à cette forme d'économie. On peut passer à la diapo suivante. Donc, en 2023, cette feuille de route, elle est sortie. Donc, on a eu cette période de construction de la feuille de route dont je vais parler après. L'objectif, c'était, je viens de le dire, d'enrichir la palette des interventions qui existaient déjà de la part de la collectivité, de la ville d'Angers, des communes de l'agglo et d'Angers-Loire Métropole pour prendre notre part au développement des entreprises de l'ESS, pour renforcer et accompagner sa prise en compte dans l'écosystème économique. En tant qu'agence de DevEco, on était plutôt bien placé, et pour mobiliser aussi l'ensemble de l'écosystème territorial, c'est-à-dire se dire que finalement, le développement de l'ESS, il n'incombe pas seulement à la collectivité en termes de soutien à une politique publique, mais aussi aux entreprises, aux réseaux économiques qui ont intérêt à ce que les entreprises de l'ESS et les services qu'elles apportent à la population et aux entreprises existent, soient fortes et puissent être dynamiques sur nos territoires. Donc, une feuille de route articulée en 3 axes avec un leitmotiv qui était de faire de l'ESS un moteur au service des transitions du territoire. C'est-à-dire qu'on sait que l'ESS et ses acteurs sont déjà des acteurs pionniers qui défrichent, qui vont sur les sujets des transitions, qui répondent aux enjeux des territoires, aux besoins sociétaux de mieux se loger, mieux se nourrir, mieux se déplacer, c'est-à-dire mieux en tenant compte des limites de la planète et de la préservation des ressources humaines, pour la faire court. Donc voilà, de fortifier cette économie et de l'accompagner dans son développement. Je vais prendre la diapo suivante. Voilà, le périmètre de la feuille de route, on l'a appelé l'ESS entrepreneurial. Cette feuille de route, elle a été accompagnée par un cabinet qui s'appelle Elix, qui est une agence spécialisée dans l'innovation sociale. Et donc, on a pu clarifier un petit peu à qui on s'adressait. Et on a voulu clarifier ça en le nommant ainsi pour aussi, de la part des élus, s'assurer qu'il n'y avait pas de malentendu, je pense, et se dire qu'on n'ouvrait pas à nouveau un nouveau champ de soutien à l'économie, aux structures d'insertion par l'activité qui sont par ailleurs déjà accompagnées par la direction de l'emploi, aux associations qui sont déjà accompagnées sur des projets par leur direction référente, mais plutôt à des structures qui sont dans des logiques d'entrepreneuriat. Donc différemment, puisqu'on sait que le propre de l'ESS, c'est d'avoir une logique collective et de rechercher une utilité sociale ou environnementale à ces activités, et qui avait aussi une volonté de pivoter, de chercher des nouveaux modèles économiques pour créer des projets qui soient plus viables et qui ne dépendent pas uniquement des collectivités et de leur budget. Donc voilà, une recherche d'équilibre économique, la création d'emplois, des ressources hybrides et la prise en compte d'autres parties prenantes dans les modèles économiques. On peut passer à la suivante. Donc, au niveau de l'impact attendu pour cette feuille de route, on avait identifié 3 niveaux. D'abord, le territoire, puisque faisant une feuille de route, un peu comme l'a dit la région tout à l'heure dans sa feuille de route, l'idée, c'était d'imbriquer l'économie, l'ESS dans l'économie ou l'économie dans l'ESS, mais d'assurer une meilleure cohésion des acteurs économiques sur le territoire, de faire en sorte aussi que ces acteurs économiques aient une perception plus fine de l'ESS et de sa contribution au dynamisme économique et à la cohésion territoriale, et des besoins sociétaux mieux adressés, puisque plus on a d'acteurs ESS, plus on peut garantir, comme je le disais tout à l'heure, des solutions d'innovation sociale au service des besoins du territoire et des habitants. Au niveau de l'ESS, on attend de cette feuille de route une meilleure compréhension aussi des contraintes et des opportunités de la collectivité, une contribution au développement économique du territoire et plus de proximité et de partenariat avec les acteurs économiques traditionnels,
et également de pouvoir former et accompagner plus d'entrepreneurs dans l'ESS. Et pour la collectivité, cette feuille de route, elle a comme objectif de favoriser au sein des directions une meilleure connaissance de l'ESS, de ses fonctionnements, de son mode d'entrepreneuriat, et du coup aussi de prendre en compte ses besoins et de sortir un peu des caricatures qu'on peut avoir parfois sur l'ESS. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc, la feuille de route, elle a été élaborée de manière participative. On a organisé d'un côté une concertation auprès des acteurs de l'ESS, puisque qui de mieux que les acteurs eux-mêmes pour donner leur vision de l'ESS et du développement de l'ESS sur notre territoire. Et de l'autre, on a souhaité mobiliser des directions de la collectivité qui ont déjà des feuilles de route, transition, donc le PAT, la feuille de route éco-circulaire, le SPASER avec la commande publique, la vie associative et le CCAS. Ce sont les 5 directions qui ont été associées pour faire en sorte que ce ne soit pas une feuille de route qui vienne avec ce qui existe déjà, mais plutôt tisser un fil de trame entre les directions et entre leurs feuilles de route pour reconnaître, je l'ai entendu aussi tout à l'heure, l'ESS, on fait déjà de l'ESS sans le savoir, l'ESS est déjà, par exemple dans l'éco-circulaire, ça représente 80% des acteurs, donc évidemment les directions ont déjà des liens et des objectifs de développement, mais voilà, l'idée c'était de faire en sorte qu'on travaille ensemble de manière plus fluide entre nous et qu'on co-construise des projets, voilà. J'essaie d'aller vite. J'espère que c'est clair. On peut passer à la suivante. Donc, voilà, on peut passer assez rapidement. C'est la gouvernance de la feuille de route. Donc, juste peut-être ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a souhaité associer l'IRESA, donc le réseau de l'économie sociale en Anjou, au comité technique. Donc, ils ont vraiment aux premières loges pour piloter la feuille de route aux côtés de la collectivité. Donc, je l'ai dit, un leitmotiv, faire de l'ESS un moteur au service des transitions du territoire. Donc, c'est une feuille de route assez basique, j'allais dire. C'est la première. Donc, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais ça va mieux en le disant et en le faisant. Donc, la première remarque, c'était de se dire qu'on avait déjà commencé à travers la feuille de route et l'élaboration, parce que j'ai parlé de ces 2 temps parallèles, mais on a eu aussi un atelier de convergence. Donc, déjà des premiers regards croisés, échangés entre la collectivité, ses directions et l'ESS. Donc, de continuer cette interconnaissance et ce croisement, ces échanges de cadres de référence qui sont quand même différents et permettent de mieux se connaître et de mieux travailler et fonctionner ensemble. Le deuxième axe, c'est de contribuer à renforcer sa capacité à l'ESS, à agir et à innover, donc en accompagnant notamment l'incubateur ESS qui est mené par l'IRESA pour qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qui créent des activités. Et le troisième axe, c'était de faciliter les coopérations et partenariats à l'intérieur de l'écosystème de l'ESS, mais aussi, comme je le disais, entre les entreprises du territoire, les acteurs publics aussi et l'ESS, de faire en sorte qu'il y ait une sorte de co-responsabilité au développement de l'ESS sur le territoire. Et je l'ai beaucoup entendu aussi ça parmi les précédentes interventions. On peut passer. Donc voilà, je termine avec le plan d'action qu'on a commencé en 2024. Je voulais faire un zoom sur quelques actions. Donc par rapport à l'interconnaissance qu'on souhaite renforcer entre les collectivités et l'ESS, on a organisé beaucoup de rencontres je suis allée à la rencontre des services de la collectivité pour leur dire c'est quoi l'ESS, qu'est-ce que la feuille de route, quels sont ses objectifs, de quoi parle-t-on quand on parle d'innovation sociale. L'idée, c'est de faire en sorte que je ne sois pas toute seule à savoir ce que c'est que l'ESS, y compris au sein de l'agence d'ailleurs de Deveco, puisque c'est quand même un petit poussé encore, même si ça représente un volume important économiquement parlant. C'est quand même pas la porte d'entrée principale des acteurs de l'ESS, mais c'est des choses qui évoluent. Donc voilà, essaimer, faire connaître, irriguer les directions de la collectivité avec ses connaissances et ses réseaux. On a organisé pour les entreprises de l'ESS un petit déjeuner pour expliquer quelle était la programmation des achats publics de la collectivité en 2025. Donc ALM, Ville d'Angers, ALDEF, parce que c'est aussi une société publique locale, et le CCAS. Donc tous les acheteurs sont venus à la rencontre des acteurs de l'ESS pour expliquer quels étaient les marchés qui allaient être lancés et comment ils pouvaient être anticipés pour répondre en groupement et puis se faire connaître, tout simplement. On a l'objectif d'organiser un speed meeting entre les donneurs d'ordre publics du territoire, donc là, au-delà de la collectivité, donc mobiliser d'autres donneurs d'ordre publics comme le CHU, l'université, pour les faire rencontrer avec les acheteurs ESS, les entreprises ESS et plus globalement les entreprises engagées et donner à voir un petit peu toute l'offre de fourniture de services et de produits responsables sur le territoire.
On organise bientôt une visite apprenante en coopérative d'activité et d'emploi. Ce sont des formes d'entreprendre en ESS qui sont assez méconnues et qui permettent aussi de mieux favoriser une forme de résilience dans l'entrepreneuriat. Et je vais aussi à la rencontre des communes du territoire pour faire en sorte que ce ne soit pas seulement Angers qui parle de ESS, mais aussi des autres communes, puisqu'on voit qu'il y a pas mal de projets de tiers-lieux, d'épiceries sociales, enfin voilà. Le deuxième axe, c'est la capacité d'action des acteurs de l'ESS. Donc, j'ai parlé de l'incubateur ESS. Il y a aussi, hier, on a organisé un atelier sur la montée en compétences des acteurs de l'écosystème d'accompagnement, donc les CCI, les chambres d'agri, les technopoles, les développeurs territoriaux dans les quartiers, France Active, tous les acteurs du financement et de l'accompagnement de ces porteurs de projets, de manière à ce qu'on crée une sorte de communauté des acteurs de l'innovation sociale pour mieux être capable d'orienter, d'accompagner nos porteurs de projets ou même porteurs d'idées, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de réponses à ces enjeux sociétaux. La structuration d'une filière alimentation durable anti-gaspi, en mode fabrique à initiative aussi, qui est accompagnée par la collectivité. Et enfin, sur l'axe 3 de la feuille de route, la facilitation des coopérations et des partenariats économiques. On a une convention d'affaires tous les mois de février qui a créé un espace ESS pour donner une vitrine de l'ESS et des achats responsables pour les acheteurs privés, les entreprises. Et là, en juin, on organise un atelier sur la coopération économique territoriale. Donc, l'idée, c'est de présenter un peu le principe de cette coopération économique et comment, en rapprochant les entreprises en général, donc les entreprises ESS, les entreprises traditionnelles, avec les acteurs publics et leurs besoins, les besoins du territoire en termes de nouveaux services, de nouveaux projets, de faire en sorte que ça crée de la valeur ajoutée pour le territoire et que y ait cette forme de co-responsabilité, de coopération, je l'ai beaucoup entendu, au service du territoire, qui forcément va retentir sur la dynamique économique des entreprises elles-mêmes. Voilà. Je ne vais pas aller forcément sur plus de choses parce que je vois que le temps passe, mais peut-être terminer sur les clés un petit peu de ce que je peux dire en termes de points saillants. Donc, moi, je passe beaucoup de temps à la rencontre des collectivités, des communes, des collègues pour porter ce message et qu'on soit plus nombreux à savoir de quoi on parle. Je pense que l'approche transversale, elle est fondamentale et que quand on a un club des collectivités territoriales des Pays de la Loire qui est organisé par la CRES et le RTES en région, je vais avec mes collègues de la commande publique, si on parle de commande publique, avec mes collègues de l'éco-circulaire, si on parle d'éco-circulaire, enfin, voilà, de mobiliser les services pour créer des passerelles entre nos feuilles de route. Une forte collaboration aussi avec l'IRESA. Je pense que j'avais rencontré Jérémy Godet et la délégation Centre-Val de Loire quand ils étaient venus sur Angers. Et je pense que c'est un de nos atouts. On arrive vraiment à bien travailler ensemble et à finalement porter un message commun dans nos réseaux respectifs et dans dans nos modes d'action et de faire. Un appui des réseaux spécialisés, donc RTES, CRES, sur lesquels on peut vraiment compter. Une veille importante aussi sur les réseaux, sur les webinaires, sur les opportunités européennes, que je fais également. Et puis, on a activé aussi un réseau informel entre collectivités parce que finalement, quand on est dans une collectivité et qu'on parle de SS, on peut se sentir parfois un peu isolé. En tout cas, on peut se sentir moins fort ou en tout cas moins visible. Et le fait d'échanger entre collectivités, entre métropoles, ça permet d'échanger des clés, des conseils, des bonnes pratiques. Et ça, c'est plutôt porteur et facilitant. Voilà, j'essaie de tenir à peu près le timing. J'espère que ça vous a éclairé. Et en tout cas, je reste à votre disposition. Désolée pour l'absence de caméra. Merci Catel Martin pour la présentation de la feuille de route de Angers-Loire Métropole. On retrouve dans les axes, notamment des nomenclatures qui sont proches de la stratégie régionale d'économie sociale et solidaire. Et on voit comment, effectivement, un territoire à l'échelle d'une métropole se pose aussi ces questions-là, de rassembler et développer les coopérations, les synergies entre les acteurs. Alors, je vais m'adresser à vous tous en tant qu'intervenants sur une question qui est tout de même soulevée dans cet atelier. C'est en fait pourquoi et comment on embarquer les territoires quand on veut développer cette territorialisation de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est un peu à bâton rompu dans le moment de cet atelier. Avant de passer à la suite de manière très succincte sur quels sont les
moyens d'accompagnement des territoires en question et de conclure. Et puis j'invite pour cette question aussi Anne-Laure Federici d'RTES qui est connectée avec nous en ligne à pourquoi pas y répondre. Compte tenu du temps imparti, Anne-Laure, on va pas avoir le temps de présenter le RTES, mais c'est en tout cas l'occasion pour vous de vous joindre à nous et puis de peut-être apporter un complément tout à l'heure quand Caroline Dumas présentera les moyens d'accompagnement des collectivités. Donc je vous repose la question, pourquoi et comment embarquer les territoires sur ces enjeux de territorialisation de l'économie sociale et solidaire selon votre point de vue, vos retours d'expérience de territoire en tant que tel, d'élus, techniciens, d'acteurs d'accompagnement. Est-ce que l'un d'entre vous, que ce soit en visio je pense que Anne-Laure est peut-être celle qui pourrait nous apporter, y compris un éclairage plus national, parce que j'ai le sentiment qu'en fait, cette question, elle a balayé un peu toutes nos interventions depuis le départ, et qu'à ce stade, ce serait intéressant d'avoir son regard, en fait, en tant que donc ces réseaux des territoires pour une économie solidaire. C'est ça? Oui, tout à fait. Réseau des collectivités, c'est un réseau qui a un peu plus de 20 ans. Alors, moi, enfin, je ne veux pas répondre à la question parce que je pense que l'ensemble des interventions ont vraiment montré l'intérêt de développer les territoires avec l'économie sociale et solidaire. Donc, une des questions qui a été soulevée, et c'est aussi ce pourquoi le réseau s'est créé à l'origine, c'est un grand besoin de faire connaître et de faire reconnaître l'économie sociale et solidaire. Donc, ce type de rencontre y contribue. On a parlé à plusieurs reprises d'un club régional des collectivités. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver autour de ce club pour approfondir ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Moi, je voulais peut-être simplement donner juste 2-3 éléments qui, pour moi, font écho à l'actualité par rapport à ce qui a été indiqué. Le premier élément, bien sûr, autour de la coopération économique territoriale. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en 20 ans, cette approche de la coopération économique territoriale, elle est aujourd'hui partagée par beaucoup, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, et que l'économie sociale et solidaire propose des outils, des formes qui permettent vraiment de concrétiser cette coopération économique territoriale. On a parlé des pôles territoriaux de coopération économique, avec d'ailleurs lundi, dans 3 jours, la constitution du mouvement national des PTCE. Il y a un peu plus de 150 PTCE en France. Donc les PTCE, mais aussi les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, qui sont aussi une forme qui permettent de concrétiser une coopération économique territoriale au profit du territoire avec un intérêt collectif. Donc, la coopération économique territoriale comme facteur de développement des territoires, voilà, il me semble que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup avancé, mais il reste encore à reconnaître à la fois le rôle de l'ESS dans cette coopération et puis aussi à adapter les modalités de financement. On a parlé des difficultés de financement aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire, mais on a aussi du mal à financer de la coopération. Les modes de financement sont souvent via, par exemple, des appels d'offres ou des appels à projets qui mettent plutôt en concurrence qu'en coopération. Donc, je pense que c'est sans doute un sujet un peu de travail sur cet aspect. Écho à l'actualité avec les fondations territoriales, la semaine prochaine, un temps de travail sur les fondations territoriales. Donc, c'est vraiment, je pense, un sujet qui peut être intéressant à partager au sein d'un club et voir notamment le rôle des collectivités locales dans la mise en place de ces fondations territoriales. Et puis, peut-être simplement sur l'aspect feuille de route, ça a été souligné au début. Je pense que l'importance d'avoir une feuille de route, c'est pas simplement pour avoir un papier de plus, mais c'est d'une part avoir une stratégie qui soit partagée avec les acteurs. Et ça, moi, ce qui m'apparaît vraiment important dans tout ce qui a été présenté, c'est la dimension de la co-construction du travail avec les acteurs. Et la feuille de route, elle permet à un moment donné de dire, ben voilà, collectivement, on se donne ça comme action, on se donne ça aussi comme élément pour évaluer les actions, ce à quoi on aboutit ou ce qui reste à faire. Donc voilà, donc je voulais juste dire un mot sur l'importance de cette feuille de route, avec aujourd'hui, à l'échelle européenne, une feuille de route
de l'économie sociale à l'échelle européenne et une feuille de route à l'échelle nationale de l'économie sociale et solidaire qui est en cours de constitution. Et donc, nous, on souhaite porter aussi la parole des collectivités locales dans la construction de cette feuille de route. Voilà très rapidement quelques éléments. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette rencontre très intéressante. Et je vois beaucoup de perspectives et de sujets à travailler avec Oxygène, avec la CRES et avec vous. Eh bien, merci beaucoup pour ces compléments. Je me tourne à nouveau vers l'ensemble des intervenants. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe sur, compte tenu du timing, sur, en gros, demain, on accompagne les territoires en Centre-Val de Loire, comment est-ce qu'on s'y prend? En 2-3 mots, Caroline nous apportait quelques informations sur les ressources, les outils dont on dispose, qui seront de toute façon des documents que vous retrouverez dans les conclusions de séance, et puis de passer la parole ensuite à Jérémy Godet non, à vous même, mais a priori, vous n'avez pas de questions dans le chat, donc on ouvrira quand même les micros si jamais il y en avait une ou deux qui se manifestaient, et on conclura ensuite avec Jérémy Godet le temps de cet atelier. Merci Pauline. Très rapidement, et peut-être même, enfin, il y avait des diapos, mais peut-être même sans diapos, je serais plus rapide. J'ai essayé de refaire un petit schéma, mais dans la continuité de ce que tu disais, Anne-Laure, 3 entrées, elles faisaient collectivité, territoire, porteur de projet, même si territoire, je trouve que c'est toujours un peu délicat, parce que territoire, il faut qu'il soit incarné pour. Donc c'est le mix entre collectivité et porteur de projet. Ce qui va. En tout cas, à destination clairement des collectivités. Ce club des collectivités, mais quand même une satisfaction. Au niveau de la CRES, on est vraiment satisfait que ce soit porté et mesure phare de la stratégie, parce que ça fait plusieurs années qu'on défend ce projet, parce qu'on pense que c'est vraiment un effet levier pour les acteurs de l'ESS, et que de territorialiser l'économie sociale et solidaire, c'est un moyen de pouvoir démultiplier, parce que les porteurs de projets, les envies de développer sont présentes dans le territoire. Maintenant, c'est comment on les capte, comment on accompagne, et comment de l'envie on transforme et on arrive. Tu vas peut-être faire autre chose, là? Moi, je fais plein de choses. Coupez le micro, s'il vous plaît. Ça, c'était important. L'appui à la définition de feuilles de route, comme avec les porteurs Élienne, par exemple, mais ça a été le cas aussi avec Bourges Plus et d'autres collectivités. La CRES, en tant que CRES, mais aussi en tant qu'ensemblier, on a la capacité à accompagner les collectivités qui veulent observer, valoriser, comme disait Catel tout à l'heure, et ensuite mettre en action. Donc, vraiment ne pas hésiter à nous contacter. Au niveau des territoires, donc de la rencontre, j'ai vu tout à l'heure que Axel, ID37, rappelait aussi les leviers d'action des fabriques, mais c'est la mesure 12-13, je ne sais plus, on va faire un quiz après, de la stratégie régionale, mais ce sont des outils qui sont importants à pouvoir stabiliser et ensuite développer, parce que ça va permettre la rencontre collectivité, porteurs de projets et citoyens. Les PTCE dont parlait Anne-Laure sont également des leviers de territoire, et qui ont été, un type de PTCE a pu être présenté tout à l'heure également par Luc. Donc là, de la même manière, il y a un bouquet de services, on en est le relais sur le territoire. Donc s'il y a des projets de coopération économique, ne pas hésiter à nous contacter. Et puis une entrée peut-être plus porteur de projet. On a de façon assez simple mis en place un webinaire mensuel qui est un accueil d'information et d'orientation pour tous les porteurs de projets, et qui permettent de faire un premier niveau de présentation des différents outils et dispositifs qui sont référencés sur la plateforme Essor. Essor, c'est le réseau de tous les professionnels de l'économie sociale et solidaire qui peuvent accompagner des porteurs de projets, aussi bien dans leur phase de création, de développement, mais également sur les questions financières. Et ce réseau Essor est en hyper proximité avec le réseau Guidasso, qui va avoir une particularité pour les associations. J'ai été rapide, Pauline. Super, merci beaucoup. Donc là, vous voyez, je fais défiler les contenus que vous retrouverez.
Nous arrivons à terme de cet atelier, il est 16h23. Si jamais il y avait quelques questions dans le chat, c'est le moment avant de conclure. Mais j'en vois pas plus. Et donc, du coup, je vais me tourner vers vous, Jérémy Godet, pour conclure cette rencontre du réseau Oxygène dédié à la réalisation de l'économie sociale et solidaire. Oui, bah, écoutez, vous avez compris, je pense, à travers toutes les interventions, qu'en fait, ce webinaire, il a l'intention d'être un peu le début d'une histoire. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait le début d'une histoire, mais en tout cas, on veut, à travers cette nouvelle stratégie régionale, merci. On veut, à travers cette nouvelle stratégie régionale, essayer de mobiliser et d'embarquer les territoires de la région dans le développement de l'ESS avec nous. On pense que c'est un vrai sujet de première importance. Et donc, c'était ça l'objectif. J'espère que le mot est bien passé. Donc, moi, je vous invite désormais à revenir vers nous pour nous dire pourquoi vous êtes volontaire, en quoi vous êtes volontaire, etc. Et puis, notamment sur le club qu'on souhaite lancer. On est évidemment à disposition aussi des différents acteurs de l'ESS qu'on puisse connecter ici sur la présentation, en tout cas la diffusion des autres mesures qui n'ont pas été forcément toutes développées de la stratégie régionale de l'ESS pour que chacun et chacune vous puissiez voir effectivement où est-ce que vous pourriez vous y retrouver, etc. Et je pense effectivement à la question des fabriques à idées, mais il y a les fabriques à initiative, excusez-moi, fabriques à vos idées. Mais il y a pas que ça, il y a aussi tout le volet sur les expérimentations d'innovation sociale, écologique et territoriale. Je vous invite à aller y regarder et y jeter un œil. Voilà, donc merci pour votre participation. Merci à chacune et à chacun des intervenants pour leur contribution. Merci encore à l'équipe d'organisation. Et puis vous dire que si j'ai bien la date, je crois que c'est toujours le 10 septembre pour le prochain webinaire et on aura l'occasion là de traiter d'une question qui est celle de l'urbanisme culturel. Voilà. Et je vois qu'il y a une demande de parole, de prise de parole quand même. Merci pour l'envoi des supports de vos interventions. Je dois vous quitter. Oui, donc nous mettrons bien à disposition les supports. Et vous avez vu une main se lever. Oui, j'ai vu une main se lever, mais peut-être c'était une fausse alerte. Eh bien, merci. Okay. Merci. On va pouvoir conclure cet atelier. Vous recevrez l'ensemble des supports. Avant de nous quitter, si vous voulez apporter voilà, votre petite satisfaction et on vous enverra aussi un questionnaire. Et donc, restez connectés sur le site Oxygène, réseau-oxygène.fr, où vous pourrez trouver l'ensemble des supports et vous recevrez également l'ensemble des supports par mail. Bonne fin de journée. Merci. Merci à tous. À tous. Merci. Au revoir. Au revoir.